Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Marie-Christine Vergiat. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne. Vous revenez d'un week-end de mobilisation pour une Europe de la solidarité et de la culture et des cultures à Tarbes. Un week-end organisé par Marie-Pierre Vieux, votre collègue du Parlement européen. Le moins que l'on puisse dire, même si c'était une initiative locale, c'est qu'on en a assez peu entendu parler. C'est aussi ça, l'effet gilet jaune. On ne peut plus parler de rien. Je ne sais pas si c'est l'effet gilet jaune. Je crois qu'il y a des manifestations dont on parle et des manifestations dont on ne parle pas. Sur la question des migrants, c'est très significatif. Il y a des mobilisations régulièrement, des belles initiatives citoyennes, locales ou nationales. Je crois qu'on était ensemble pour l'appel du 104 lancé par Regard. Mediapart et Politis. Et Mediapart et Politis, les ayant rejoints, et d'autres encore. Et la manifestation de ce week-end était une déclinaison quelque part de l'initiative du 104. Donc on n'en parle pas et on laisse faire un discours politique, global, qui est un discours malfaisant, je dirais, anti-migrant, sans qu'on se pose la question, ça c'est un de mes dadas, de savoir qu'est-ce que c'est un migrant. Et justement, on voit bien que aujourd'hui, l'attention n'est plus du côté, en tout cas, il n'y a plus ce qu'on a pu vivre, enfin si, ça arrive toujours, d'ailleurs les bateaux qui arrivent, les migrants qui arrivent sur les terres européennes, mais on en parle beaucoup moins. On en est où concrètement aujourd'hui, vous qui avez justement un œil à l'échelle européenne de la situation des migrants, des politiques migratoires à l'échelle européenne? Alors d'abord, la première chose que j'essaye de dire et de répéter, c'est que on pointe seulement une catégorie de migrants. Seulement des migrants à qui on ne donne pas de visa, des migrants qui fuient pour des raisons diverses et variées. Ça peut être la guerre, ça peut être la persécution, ça peut être la misère économique. On ne leur donne pas de visa, ils n'ont pas d'autre choix que de venir en risquant leur vie. Et ce n'est qu'une toute petite partie des migrants, mais ce sont globalement, majoritairement des réfugiés. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste donner un chiffre. 90% des gens à qui un des pays de l'Union européenne a accordé la protection internationale ont traversé la Méditerranée. Ça veut dire qu'on ne on ne donne pas des voies sûres et légales aux réfugiés pour travailler. On est en train de détruire le droit d'asile vers l'Union européenne. Et pendant ce temps, il y a des migrants qui arrivent très régulièrement sur le sol de l'Union européenne. 3 millions, une paille. Alors qu'ils sont 100 000 à traverser la Méditerranée. Donc la question majeure aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le droit de migrer. À qui on donne le droit de migrer? En fait, à un tiers de la population mondiale, les plus riches. Ceux du Nord, globalement beaucoup de gens du Nord, 1 milliard de touristes chaque année quand même, sur 7 milliards d'habitants de la planète. Donc les plus riches et les riches des pays pauvres. Ces politiques, elles sont racistes et xénophobes. Et il ne faut pas étonner que ça provoque la montée des haines. Alors justement, vous dites que ces politiques, elles sont racistes et xénophobes. On a appris aujourd'hui que le nombre des inscriptions des étudiants étrangers a chuté de 10% depuis l'augmentation des frais d'inscription. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à nous, ou en tout cas du rapport d'Emmanuel Macron et de cette majorité à l'immigration? Ça veut dire, je ne sais pas dans quel monde ils sont. Une des richesses de la France, c'est par rapport à l'université d'être le premier pays vers lequel les jeunes Africains se dirigent. L'Afrique, c'est le pays de l'avenir, quelque part. C'est là où il y a le plus de jeunes, etc. Comment on veut former cette jeunesse? Est-ce que ce n'est pas une chance de voir que cette jeunesse, elle a envie de venir se former chez nous? Est-ce qu'on préfère, comme c'est en train de devenir le cas, qu'elle aille se former en Turquie ou dans les pays du Golfe? Moi, je dis qu'à long terme, on est fou. Si on fait ça, on est fou. Que fait Emmanuel Macron et ses ministres avec cette politique-là? Ils trient. C'est les plus riches. On peut craindre d'ailleurs qu'à terme, ce ne soit pas seulement pour les étrangers hors Union européenne. Mais c'est une sélection pour faire comme les universités britanniques ou américaines. Mais on rêve. La chance des universités françaises, c'est justement qu'elles attirent des jeunes de tous milieux sociaux. Et c'est conforme aux valeurs de la République française. On détricote toutes les valeurs françaises à grands coups de frappe. Monter les droits des étrangers, multiplier le prix des droits des étrangers à l'université par 10, 15, mais c'est de la folie douce, quoi. C'est de la folie douce. Comment vous qualifiez le climat que l'on traverse en ce moment? Ce week-end, on a vu une agression antisémite, une voiture de policiers se faire caillasser, une figure des gilets jaunes agressés se faire sortir d'une manifestation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Marie-Christine Vergiat? Pour moi, il y a une escalade de la violence.
quand on répond, comme on le voit dans les manifestations, avec une violence très forte, ça rend les gens plus agressifs. On parle souvent de désescalade. Là, on a l'impression qu'il y a une escalade de la violence. On laisse faire un certain nombre de propos. Moi, je me félicite de l'initiative de mardi contre les actes antisémites, parce qu'il y a quand même une flopée d'actes antisémites là, qui est dangereuse. Et par ailleurs, on n'écoute pas. Qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes? C'est la manifestation du fait que ce gouvernement est sourd aux revendications. Il détruit le tissu social du pays, il détruit les droits sociaux, et il n'écoute pas, il fonce, il continue droit dans ses bottes, comme on disait en 95 à l'époque de Juppé. Sauf que lui, il est droit dans ses bottes sur tous les terrains et il ne cesse de provoquer sur tous les terrains. Donc les gens n'en peuvent plus. C'est ce que disent les Gilets jaunes d'ailleurs. Mépris, Macron, et vous dites qu'il faut pourquoi... bien distinguer ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes des excès de certains des Gilets jaunes dont on commente beaucoup des actions, notamment celles qui avaient commencé contre les migrants ou aujourd'hui contre une personnalité... Moi, je crois que la caractéristique des Gilets jaunes, si on lit, moi j'ai lu beaucoup d'articles qui sont parus dans Regard, mais aussi dans d'autres, si on écoute ce que disent les sociologues, si on se rend un peu au milieu des ronds-points ou dans les manifestations, qu'on écoute ce qui s'y dit, on voit très bien que c'est des gens qui ne sont pas très politisés, très majoritairement, qui n'ont pas l'habitude des manifestations. Beaucoup d'entre eux manifestaient pour la première fois à cette occasion, et on ne réagit pas en fonction de cela. Quand les grandes manifs, elles sont toujours encadrées par des services d'ordre qui font qu'il n'y a pas de dérapage. Là, ce n'était pas le cas. Donc il y a eu des dérapages. Qui a provoqué les dérapages? On verra historiquement ce qu'on en dira. Moi, j'ai tendance à penser que c'était plutôt poussé par des mouvements d'extrême droite, vu la façon dont ça s'est passé, l'attaque de l'Arc de Triomphe, par exemple. Alors oui, il ne faut pas mélanger l'ensemble des manifestations et des groupuscules, des petits groupes qui viennent à la casse, qui viennent à l'affrontement, qui viennent à la casse. Et la question de la réaction de la police française en la matière, c'est justement de foncer dans le tas, si je peux m'exprimer comme ça. Et ça, c'est dramatique. Justement, vous êtes à l'origine au Parlement européen, une résolution qui a été adoptée d'ailleurs, non contraignante, sur le droit de manifester et l'utilisation proportionnée de la force. À quoi ça peut servir? Il s'est trouvé que c'est bien tombé au moment du vote, puisque c'est sorti le même jour qu'un rapport des experts de l'ONU qui est encore bien plus dur que notre résolution. Mais je pense que du point de vue de l'Union européenne, c'est assez intéressant, du Parlement européen, c'est assez intéressant de voir qu'on a pu faire adopter cette résolution. Bien sûr, c'est pas la résolution telle que nous l'avions écrite, y compris, alors d'abord, comme la GUE, la gauche unitaire européenne l'avait écrite, pas plus que comme on l'avait écrit en commun, puisqu'on avait une résolution commune avec les Verts et les socialistes. Mais c'est une résolution qui condamne clairement les violences policières, qui condamne clairement la disproportion de la réaction des forces de police par rapport aux manifestants pacifiques. La clé de la résolution, c'est ça. Droit de manifester pacifiquement et usage proportionné de la force. Ça veut dire respect des principes de finalité, de proportionnalité et de nécessité. Et ça veut dire qu'il ne faudrait pas utiliser ces armes dites non létales, qui sont des armes mutilantes, voire mortelle, puisqu'il y a une femme qui est morte à Marseille au tout début du mouvement. Corinne Lepage, dans Le Monde, se pose cette question. Elle se pose la question de savoir si la France est encore un état de droit. On est dans un état de droit, Marie-Christine Vergère? Moi, je pense qu'on est encore dans un état de droit, notamment parce qu'il y a encore une justice indépendante, relativement indépendante, même si moi, quand je vois les Gilets jaunes en comparution immédiate, alors qu'on sait que c'est des gens qui n'ont pas de fric, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de payer des avocats. Donc, il y a de plus en plus une justice expéditive. Mais on est quand même dans un état de droit. Je vais prendre un exemple, la décision du Conseil constitutionnel par rapport à Cédric Herrou sur la fraternité et les délits de solidarité. Mais on est dans des dérives que j'appellerais sécuritaires et de plus en plus autoritaires. Et ça m'inquiète.
Parce que c'est effectivement la mise en cause des principes même, de la base même de l'état de droit, dont les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association, dont le droit de manifester est un symbole, est un symbole aussi. On est à 3 mois des élections européennes. La dispersion des voix de la gauche, ça vous met en colère? Ça m'attriste. Je ne sais pas si ça me met en colère. J'étais très en colère en 2017. Peut-être que là, j'ai l'impression d'une récidive, empire de 2017, alors que les forces d'extrême droite, des nationalistes identitaires, progressent partout en Europe. On ne sait pas si on va avoir 4, 5, 6 listes de gauche. Je n'avais déjà pas très envie de me représenter, mais cette dispersion-là, en tout cas, me dit que moi, ça jamais. Et en tant que citoyenne, comment vous êtes, vous venez de le dire, députée sortante, vous ne vous représentez pas, qui vous allez soutenir? Je vais soutenir la liste conduite par Yann Brossat, parce que c'est là... D'abord parce que le Parti communiste m'a soutenue pendant 10 ans, et parce que c'est aussi là que je retrouve le plus les valeurs qui sont les miennes. Mais j'ai surtout... En 2009, quand on est venu me chercher pour que je sois candidate aux européennes, j'avais dit que j'avais quitté la vie politique pour me réfugier dans la vie associative. Je pense que je vais retourner dans la vie associative en récupérant tout ce que j'ai appris pendant 10 ans. Et notamment, je pense que c'est une chose fondamentale, moins ethnocentré, avoir un regard plus ouvert et mieux comprendre les différences. Peut-être le symbole le plus important de ces 10 ans de mandat, c'est la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Moi, je regarde la bouteille à moitié pleine et de plus en plus pour avancer. J'ai une dernière question, Marie-Christine Vergiat. L'extrême droite semble se porter de mieux en mieux, malgré ou peut-être grâce d'ailleurs à la crise sociale. En France, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Europe. Il y a encore 20 ans, on n'imaginait pas Jean-Marie Le Pen arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, selon vous? Oui, moi, j'ai pas oublié le deuxième tour de la présidentielle. Tout le monde s'est félicité que Marine Le Pen soit battue. Moi, j'ai pas eu d'état d'âme pour aller voter pour Emmanuel Macron, et ça sera à refaire. Je le referai encore, tout en sachant ce que c'est. Emmanuel Macron, c'est un... Il a une responsabilité, Emmanuel Macron, justement, dans la montée, la progression du Front National. Oui, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, parce que je pense on est un peu bien placé en France quand même pour savoir ce que c'est que la montée de l'extrême droite. Hein. On l'a dans notre paysage depuis 1984. Mais qui portait, quand vous dites il n'est pas le seul, ça veut dire qui portait cette responsabilité? Ça veut dire qu'il y a un discours politique qui, au lieu de répondre ou d'avoir un discours alternatif par rapport à la montée de l'extrême droite, lui court après. Hein, vous pensez à qui? Je pense d'abord Nicolas Sarkozy qui a joué avec ça, puis François Hollande et ses ministres, Manuel Valls qui défile en ce moment même dans les rues d'Espagne avec Vox, l'extrême droite, qui nous parlait des Roms qui étaient inintégrables. Je pense à Gérard Collomb qui nous parle des régions submergées par les migrants. Tout ça, c'est du vocabulaire de l'extrême droite. Donc petit à petit, il y a eu une lepénisation des esprits, je dirais. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent le vocabulaire de l'extrême droite. Quand on dit les migrants, en ne parlant que de ceux qui traversent la Méditerranée, on est là-dedans. Ce sont des réfugiés potentiels. Ce sont des gens qui risquent leur vie et on ne voit qu'il faut les repousser. Donc il y a nécessité de construire un vrai discours alternatif. Et c'est la même chose sur la dispersion des listes de gauche. La dispersion des listes de gauche, c'est le contraire. Quand on est dans une situation d'urgence, on l'a vu par exemple en 1934, les forces de gauche se sont rassemblées. De la même chose, Jaurès en 1905 rassemble les forces socialistes pour contrer la peur de la guerre qu'il voyait arriver. Ça veut dire que l'une des responsabilités de la gauche, ce serait de rassembler notamment pour lutter contre le Rassemblement national et l'extrême droite? Bien sûr. Bien sûr. Quand il y a le feu à la maison... on ne regarde pas. Pour moi, c'est incompréhensible. Et je reviens au résultat du deuxième tour. On n'a pas vu que Marine Le Pen avait fait 35% des voix, qu'elle avait rassemblé 3 millions de plus, alors que son père en 2002 était resté à peu près au même score entre le premier et le deuxième tour. Donc ça veut dire qu'il y a des digues qui tombent et qu'il y a urgence à réagir. Et ce n'est pas en faisant des manifestations anti-Le Pen, anti-ceci, anti-cela, qu'on va... Enfin, mais ça ne suffit jamais. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte sur le terrain des idées.
on lutte en ayant des propositions alternatives et en se cramponnant à un socle de valeurs. Merci beaucoup Marie-Christine Fergéra. Merci à vous.